Voici Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvian. Aujourd'hui, la prophétie de Gloria Erickson. Comme d'habitude, Marianne a traîné le plus longtemps possible pour faire ses courses. Ses courses. Un qualificatif bien ambitieux pour les achats de provisions chez l'unique épicier de ce petit village situé en plein cœur de l'Alaska. Épicerie où l'on ne peut se procurer que l'essentiel, le nécessaire pour survivre. Pourtant, Marianne aime venir au village. C'est la seule occasion pour elle d'échanger quelques mots avec d'autres personnes que Don, son mari, ou Bobby, son fils. Ses achats terminés, elle s'arrête et s'étonne, comme d'habitude, devant l'enseigne qui orne la devanture du petit restaurant. Ici, on se restaure et on s'esbaudit. Un panonceau de ce genre serait sans doute à sa place dans une ville touristique, à l'entrée d'une taverne ou d'un bar. Mais ici, en Alaska, à la baie de l'Ours, il lui semble à la fois incongru et ridicule. Marianne prend également conscience de son image que lui renvoie la vitrine. Elle aussi se trouve ridicule, engoncée dans cette fourrure. Elle fait la grimace. J'ai l'air d'un esquimau avec ça. Pourtant, Don avait paru si heureux de lui offrir cette veste de fourrure blanche, avec le bonnet assorti. Tu te rends compte, Marianne? Si on était resté chez nous, là-bas, dans l'Est, j'aurais mis des années et des années à pouvoir te faire un cadeau de ce genre. Reconnais qu'on est vraiment dans un pays de rêve, hein? Don paraissait si content de lui qu'elle n'avait pas eu le cœur de lui rappeler qu'il n'y avait aucun rapport entre le vison dont elle avait toujours rêvé et cette petite veste en peau de lapin. Douillette et confortable, certes, mais importable dans l'Ohio. Or, bizarroïde ou pas, ce restaurant qui se veut à l'ancienne est le seul du village, le seul aussi à 80 km à la ronde. Aussi, Marianne décide-t-elle de pousser la porte et d'entrer. Au moins pourra-t-elle commander une tasse de thé bien chaud avant de repartir et d'affronter ce terrifiant retour en jeep. Et peut-être, Lucinda, la diseuse de bonne aventure, sera-t-elle là aujourd'hui? Une diseuse de bonne aventure, une voyante, au fin fond de l'Alaska. Marianne s'était étonnée le jour où ils étaient venus dans ce restaurant pour la première fois, Don et elle, en voyant un trappeur consulter la diseuse de bonne aventure. Don, lui, était tout excité. Mais pourquoi pas, Marianne? Tu sais, il se produit dans ce pays tant de trucs extraordinaires, tant de trucs passionnants. Tu verras, Marianne. Marianne y pensait encore, en s'asseyant à une table douteuse pour commander sa tasse de thé à la vieille femme qui gérait l'établissement. Don est passionnément, follement, désespérément amoureux de cette terre sauvage. Le pire, c'est que leur fils de 10 ans, Bobby, est pareillement mordu. L'aventure a commencé de façon très banale. Un journal a commandé à Don un article sur l'Alaska. Ils ont pris la décision d'y passer 2 mois, le temps de mener l'enquête nécessaire pour effectuer ce travail. Mais les 2 mois se sont prolongés. Et quand Marianne a questionné Don pour savoir où il en était de ses recherches, Don lui a avoué sans rougir qu'il avait terminé son article déjà depuis belle lurette. Tu comprends, Marianne? Maintenant, j'ai commencé à écrire mon roman. Je me sens tellement bien ici. Je crois que c'est l'occasion ou jamais. On a suffisamment d'argent à la banque pour tenir au moins 1 an. Et ce pays est tellement merveilleux. Qu'est-ce que tu en dis, Marianne? Que pouvait-elle en dire? Elle avait souvent discuté de ce roman que Don souhaitait écrire. Ils avaient souvent parlé du moment où, pour s'y consacrer, Don pourrait abandonner la bagarre quotidienne de la course à l'article. Seulement, dans ses rêves, Marianne avait imaginé un cadre plus romantique. Acapulco,
ou Majorque peut-être. En tout cas, pas ce pays glacé, impitoyable. Pour Marianne, l'Alaska n'avait aucune beauté, aucun sens. C'était seulement le désert, le froid et le hurlement des loups dans la nuit. Leur bungalow était très éloigné de l'agglomération. Et Marianne avait alors avancé, à titre d'argument, « Mais que ferions-nous de Bobby? Il faut qu'il aille en classe. » « Mais il y a une école à la baie de l'Ours, Marianne. » « Oh, écoute, Don, tu sais bien que c'est une petite école. Il n'y a qu'une classe. Et puis, il ne pourrait pas y aller à pied, c'est trop loin. » « Oh, Marianne, c'est pas bien grave si Bobby passe un an dans cette petite école. Et pour le trajet, on lui achètera un traîneau avec 2 chiens, hein? On lui posera la question, mais je suis sûr qu'il y verra aucun inconvénient. » Mais évidemment, Don, chérie, quel gamin de 10 ans ne serait pas ravi à la perspective d'aller à l'école toute une année sur un traîneau tiré par 2 chiens? Marianne sut dès lors qu'elle avait perdu la partie. Submergée par les supplications ardentes de son fils et l'insistance à peine moins vive de son mari, elle avait vite cédé, car elle les adorait tous les deux. Finalement, il ne s'agissait que d'1 an. Sa patience ne serait pas mise à trop rude épreuve. Et pour Don et Bobby, rester 1 an en Alaska, c'était la vie avec un grand V. C'était chasser, poser des pièges, pêcher, camper, autant d'activités rudes et viriles dont la civilisation moderne prive la plupart des hommes et leurs fils. Rêveuse, Marianne tourne sa cuillère dans sa tasse de thé. Elle est heureuse pour Don et Bobby, sincèrement heureuse. De toute manière, dans 3 mois, l'épreuve sera terminée. Au fond du restaurant, tout à coup, le rideau bouge. Une vieille femme bossue au teint basané apparaît. Marianne l'aperçoit. « Oh, Lucinda! Oh, je suis si heureuse que vous soyez là. Profitez de ce que je suis venue pour me prédire quelque chose, s'il vous plaît. » La vieille bohémienne accepte. Et soudain, Marianne s'inquiète de l'intérêt qu'elle accorde au racontard de la bohémienne. Si elle habitait encore dans l'Ohio, il ne lui viendrait pas à l'idée de consulter une diseuse de bonne aventure. Mais ici, ça n'est pas pareil, c'est par ennui, sans doute. Il faut dire que la région manque plutôt de distraction. Si ce n'est partir à la chasse aux loups, que faire d'autre? Marianne termine son thé, puis se dirige vers le coin obscur où Lucinda s'est installée après avoir placé sa boule de cristal un peu sale devant elle sur une petite table. Marianne prend place face à la vieille femme. La bohémienne demeure un long moment perdue dans la contemplation de sa boule de cristal avant de se mettre à parler. C'est dur à voir, difficile. Très difficile. Avec résignation, Marianne sort son portefeuille. Elle est habituée aux difficultés qu'éprouve Lucinda dans ses activités tant que les espèces sonnantes et trébuchantes ne sont pas apparues sur la table. Marianne pousse une pièce de 50 cents près de la boule. Mais, curieusement, pour une fois, Lucinda ne semble pas remarquer la pièce. Elle continue à fixer intensément la boule de cristal. Je vois chose extraordinaire. Un chien. Non, un loup. Oui, énorme loup gris. Et je vois des arbres, de la neige. Beaucoup de neige autour. Je préférerais que vous aperceviez quelques palmiers dans mon proche avenir, Lucinda. Et pour ça, je ferais n'importe quoi. Madame se moque. Madame ne croit pas dans les pouvoirs de Lucinda. Mais si, ça n'est pas du tout cela, Lucinda. Je crois en vos pouvoirs. J'y crois de toutes mes forces, voyons. Lucinda fixe de nouveau sa boule de cristal. Alors, sur son visage, apparaît une expression étrange. Brusquement, elle relève la tête vers Marianne et son regard trahit une telle pitié, une telle tristesse
que Marianne sent soudain sa gorge se serrer. Que va donc lui révéler la vieille bohémienne? Bonheur ou malheur? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Lucinda, pourquoi me regardez-vous ainsi? Dites-moi ce que vous voyez. Lucinda semble gênée. Non, madame, ce n'est rien, ce que je vois. Mais qu'est-ce que ça signifie? Rien, Lucinda. Vous voyez évidemment quelque chose. J'insiste pour que vous me disiez tout. Parlez. Et Marianne met sur la table un billet de $1. La vieille Lucinda ne regarde même pas le billet. S'il vous plaît, madame. S'il vous plaît. C'est seulement à côté des grands loups gris. Je vois un manteau tombé dans la neige. Un manteau tombé dans la neige? Oui, madame. Un manteau rouge. Un manteau rouge? Et brusquement, la signification de cette prophétie tombe sur Marianne comme une chape de glace, étouffant le cri qui voudrait naître dans sa gorge. Ce matin même, Don et Bobby sont partis pour 3 jours. Ils doivent camper la nuit. Et Bobby porte un anorak rouge. Lucinda, vous voulez dire que le loup a tué la personne qui portait le manteau rouge? Non, madame, je n'ai pas dire cela. Je dis seulement avoir vu ce vêtement rouge dans la neige. Je ne sais comment il a pu venir jusque-là. Voyez, la boule cristal maintenant s'assombrit. Elle ne me dit plus rien. Pour $5 supplémentaires, Lucinda, je suis sûr que votre boule parlera encore. Non, madame, non. Quand cristal s'assombrit, ne paraît plus. Même des millions de dollars ne feraient rien. Vous dites n'importe quoi, Lucinda. Vous mentez. Des larmes envahissent les yeux de Marianne. Le pire, c'est qu'elle ne croit même pas à ses propres accusations. Non, il y a dans le regard de cette vieille femme une candeur qui la désarme et qui l'affole, c'est tout. Marianne se lève brusquement. En se cognant contre les tables au passage, elle s'enfuit du restaurant et court dans les rues enneigées jusqu'à l'endroit où elle a garé la Jeep. Maintenant, c'est la panique qui commande en elle. Les mains crispées sur le volant, Marianne se répète, sans pourtant réussir à se calmer, qu'elle est une femme moderne, qu'il est stupide d'ajouter foi à ce que peut raconter une vieille bohémienne face à une boule de faux cristal enduite de grâce et de poussière. Elle se répète en vain que Don se moquera d'elle quand elle l'aura rejoint, car c'est ce qu'elle veut tenter à tout prix. Rejoindre Don et Bobby au plus vite. Leur première journée de randonnée ne devait pas conduire Don et Bobby très loin. Marianne le sait. Ils doivent passer la nuit dans une cabane abandonnée qu'elle connaît pour y avoir été plusieurs fois. Bien qu'ils aient pris le traîneau et les chiens, elle est sûre de pouvoir les rejoindre avant la nuit. Son vrai souci, c'est qu'elle doute de réussir à persuader son mari. Il va se moquer d'elle et refusera probablement de rebrousser chemin. Tant pis, elle les accompagnera dans leur expédition. Elle surveillera Bobby, s'assurera qu'il ne s'écarte pas ou qu'il ne traîne pas trop loin derrière. Don prétend que les loups n'attaquent pas l'homme s'il ne les provoque pas. Mais elle ne le croit pas. Elle se sent devenir folle en songeant à Bobby, si jeune, si vulnérable, surpris par un de ces monstres dont elle a si souvent la nuit entendu les hurlements épouvantables. Elle ne pense qu'à une chose, arriver auprès d'eux avant que le drame ne se produise. Elle stoppe la Jeep devant le bungalow et se précipite à l'intérieur. Pas de temps à perdre. Enfiler ses grosses chaussures et foncer. Voyant la carabine accrochée au mur, elle hésite. Pourquoi s'encombrer? À vrai dire, ce qui peut paraître surprenant, elle ne craint rien pour elle-même. Seul Bobby, celui qui porte l'anorak rouge, est menacé, d'après la bohémienne. Pourtant, si Don s'aperçoit qu'elle est partie dans la forêt sans se munir d'une arme,
Donc elle décroche la carabine et la charge. C'est tout ce qu'elle a appris en Alaska. Comment se servir d'une carabine, et Don a pris tant de plaisir à lui en enseigner le maniement. Elle claque la porte du bungalow derrière elle et s'engage sur la piste d'un pas rapide. Il faut qu'elle arrive avant le drame. Il est difficile de préciser à quel moment elle se rend compte qu'elle s'est égarée. Mais quand la neige commence à prendre cette curieuse teinte rosâtre du soleil couchant, Marianne ne peut plus nier que l'énorme roche crevassée vers laquelle elle marche est celle devant laquelle elle est déjà passée voici 1 heure. Elle ne peut plus nier que depuis des heures, elle tourne en rond sans s'en rendre compte. La nuit va tomber. Épuisée, elle s'effondre au pied de la grande roche, s'y appuie et commence à pleurer. Tandis qu'elle reprend ses forces, elle réfléchit avec une lucidité effrayante qui la surprend elle-même. Comment a-t-elle pu foncer dans les bois, droit devant elle, comme une insensée, sans même s'être munie d'une boussole, d'allumettes, d'un minimum d'équipement? Elle croyait connaître le chemin. Mais maintenant que la nuit se referme sur elle, elle n'a même pas le moyen de faire un feu pour réchauffer ses membres qui déjà s'ankylosent. La pensée de la nuit à passer dans cette solitude glacée la fait réagir. Elle n'a plus de temps à perdre. Le soleil qui se couche à l'ouest lui indique au moins pour quelque temps encore la direction à suivre. C'est la plus exacte des boussoles. Elle est sûre de ne pas avoir dépassé la cabane. Elle doit donc se trouver encore plus au nord. Il lui faut marcher dans cette direction. Elle finira bien par s'y retrouver. Il est certainement possible de garder une direction en ligne droite si l'on veut se donner la peine de faire attention. Marianne repart, animée d'un nouvel espoir. Mais l'avance est malaisée. Le sous-bois semble s'épaissir. Les arbres sont de plus en plus serrés et les broussailles déchirent ses vêtements. Ce n'est que par un effort constant de volonté qu'elle réussira à éviter la panique. L'air est d'une immobilité impressionnante. La voix doit porter très loin. Si seulement elle pouvait réussir à s'approcher de leur camp, elle tirerait un coup de feu en l'air. Don ou Bobby l'entendraient. Elle décide que dès qu'elle rencontrera une clairière, elle s'arrêtera et elle tirera quelques coups de feu. Mais au même moment, son pied se prend dans une racine et elle s'effondre lourdement sur le sol. Malgré sa cheville douloureuse, elle s'efforce en rampant d'atteindre avec sa main à demi gelée la carabine tombée à quelque distance. Soudain, un bruit imprévu derrière elle lui fait mettre d'instinct le doigt sur la détente. Elle tourne la tête, mais elle n'a pas le temps, réellement pas le temps d'épauler. Un énorme loup gris bondit sur elle. Ses crocs proéminents réfléchissent la lueur rosée du soleil couchant. Le soleil glacé d'une aube tardive se lève enfin. Ses pâles rayons atteignent progressivement un objet oublié sur la neige au centre de la clairière. C'est un vêtement rouge, rouge de sang. C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, la prophétie de Gloria Erickson.